Alexandre. Oui, bonjour, nous sommes ici dans le studio de Fréquence K. Bonjour à nos chers auditeurs. Nous sommes sur les ondes pour vous parler d'une nouvelle émission qui sera consacrée en fait aux secrets énigmes de l'histoire. Donc j'invite sur le plateau ma co-animatrice Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Alexandre. Je suis heureuse de participer à cette émission parce que votre livre est passionnant et je pense qu'on va avoir des révélations surprenantes. Oui, en effet, c'est le cas de le dire. En fait, il faut d'abord que je me présente à nos auditeurs. Donc, je suis écrivain, auteur d'un livre, d'un polar historique sur les facettes cachées de l'histoire. Et ça part de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, c'est la thématique ça sera la thématique en fait de nos émissions, de vous dévoiler les mystères et les facettes cachées de l'histoire, comme vous ne les avez jamais vus ni entendus, parce que ce que je vais révéler est totalement inédit. Donc, ce ne sont pas des faits piochés à droite et à gauche sur Internet. C'est ça le but en fait dans le terme de secret. Il y a vraiment secret, et secret veut dire que non révélé, donc forcément c'est ça la quintessence du savoir, voilà, du savoir tel que je l'entends, c'est-à-dire révéler les facettes entières de l'histoire qui sont inconnues. Voilà. Et pour la première émission, nous allons aller sur les mystères des Templiers. Voilà. Alexandre Schadler, vous avez donc écrit un livre qui s'appelle Codex Deus, sur les traces des secrets de Dieu et des dieux. Vous êtes donc passionné de secrets, mais de secrets historiques, dont vous avez trouvé des traces réelles. Pouvez-vous m'expliquer d'où vient cette passion et quel est votre parcours ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais préciser aussi que le livre a obtenu un prix, c'est-à-dire le prix des internautes 2011, comme le roman le plus plébiscité par les lecteurs sur Internet, et que c'est un livre qui aborde les facettes cachées de l'histoire. Pourquoi les facettes cachées de l'histoire ? Parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné, en fait, et que depuis mes 9-10 ans, j'étais toujours fourré dans tout ce qui était énigmes, secrets, et plus tard, j'ai fait des études assez approfondies là-dessus, donc j'ai fait ma maîtrise d'histoire. Et j'ai commencé à avoir aussi comment dirais-je, des impulsions qui allaient m'amener à écrire ce livre, parce qu'à l'origine, ce sont des faits que j'ai vécus moi-même, que j'ai aussi mis dans mon livre. Donc il y a un certain point biographique dans mon roman, même si c'est un roman d'aventure historique et entre le polar, le thriller et le roman, il y a quand même des éléments autobiographiques, parce que les choses que je relate, je les ai vécues. Et ce que je relate aussi, ce sont des événements assez incroyables de personnes que j'ai rencontrées qui ont fait la grande histoire et la petite histoire. Et justement, ce sont des personnes qui sont passées, comme je dirais, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès à des dossiers secrets, à des éléments assez troublants sur des facettes méconnues de l'histoire. Et donc, j'ai voulu romancer pour justement garder l'anonymat de certaines personnes qui ont des familles, des descendants, qui veulent rester en fait anonymes pour diverses raisons. Et voilà, je redonne la parole à ma chère Gabrielle. Donc c'est ce qui fait la différence avec dans la mouvance actuelle sur toutes les théories du complot, c'est que vous êtes appuyé quand même sur des preuves. Vous abordez, Alexandre, les secrets des Templiers, qui sont une partie très importante de votre recherche, mais vous abordez aussi un panel immense de tous les secrets cuisants de cette époque. Sur votre 4e de couverture, il est dit « L'heure est venue de lever le voile sur les derniers secrets de l'histoire et de l'humanité ». De quoi s'agit-il ? Eh bien, dans mon roman, je relate des faits historiques très peu connus ou inconnus de la plupart des gens.
Et il porte sur plusieurs thématiques, en fait, que ce soit archéologique, historique ou scientifique. Mais le thème principal est est-ce que Dieu existe? Est-ce que les dieux existent? Donc c'est pour ça que le titre de mon livre il s'appelle Codex Deus, donc le code des dieux ou de Dieu. Donc je parle bien sûr du commencement, c'est-à-dire de l'Antiquité grecque et égyptienne avec les oracles, ce qui est très très important. Et plus tard avec tout ce qui est le monde romain et les divinités, pour ensuite passer sur tout ce qui est l'histoire des Templiers et leur survivance qui nous amène vers notre époque actuelle avec des flashbacks sur la Deuxième Guerre mondiale et d'autres faits inconnus. Et ce qui nous amène justement aussi sur une autre facette cachée qui est la science secrète, donc la science parallèle qui se développe dans dans des laboratoires secrets justement et qui est en avance sur la science officielle de plus d'une cinquantaine d'années. Et que ce que je relate dans mon livre, c'est aussi les enjeux stratégiques et politiques de ces nouvelles technologies qui vont être à même de supplanter tout ce qui est les énergies fossiles. Donc, ce sont des énergies d'avenir qui ont un enjeu majeur sur la planète et qui auront beaucoup d'impact dans les années à venir. Voilà. Mais tout ça, je le relate avec des personnages qui sont en but à des doutes. Donc, le personnage principal, c'est un archéologue et sa petite amie, qui justement sont un petit peu dans la vie de tous les jours et dans leur vie quotidienne. Et l'archéologue se voit soudainement abordé par un inconnu en plein British Museum. L'action se situe donc à Londres. Et de cette rencontre va naître toute l'histoire, en fait. C'est donc l'archéologue qui va être contacté par un vieillard qui représente une société secrète qui est gardienne de secrets millénaires et qui va petit à petit l'amener à changer sa vie, c'est-à-dire qu'il va sortir de sa vie de tous les jours et il va pouvoir regarder derrière le miroir ce qui s'y passe, c'est-à-dire découvrir des mystères incroyables, avoir des accès à des connaissances inouïes. Et en même temps, il y a un lien avec sa copine qui elle-même avait un grand-père et un père qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale en mission. Et tout ça, ça a un lien avec l'histoire principale. Donc là, on va partir dans les secrets millénaires qui ont trait à l'Égypte ancienne, à la Grèce antique, mais aussi à l'imbrication de services secrets et de groupements occultes entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ce qui va aussi partir sur des technologies secrètes, ce qui nous amène directement à des thématiques très actuelles sur l'énergie. Alors, si je comprends bien, Alexandre, tous les secrets étant posés, Oui, aujourd'hui, nous allons tous les aborder au cours des émissions. voilà, ça va être On donc va une avoir de série grandes d'émissions. révélations aussi sur ce que vous pensez de l'existence de Dieu et des dieux. Voilà. Alors là, vraiment, on va avoir de grandes révélations. Tout à fait. Surtout que ça va être une série d'émissions sur ces thématiques-là, dont la première va être aujourd'hui les secrets des Templiers. Bon, ben très bien. Allons-y. Alors Alexandre, qui sont ces Templiers? Posez-nous le cadre historique et parlez-nous d'eux depuis leur début. Ben voilà, les Templiers sont un ordre très ancien de moines soldats, ce que tout le monde sait un petit peu déjà. Mais donc le cadre, c'est le XIIe siècle, vers 1129. C'est le début de ce qui allait devenir les Templiers, qui au début s'appelaient les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Donc c'était neuf nobles de petite noblesse qu'il faut préciser, donc ce n'étaient pas des nobles qui avaient beaucoup de fortune, et qui s'étaient donné pour mission d'escorter les pèlerins en Terre Sainte.
mais ils avaient déjà derrière la tête quelque chose d'autre, c'est-à-dire bien sûr d'amasser un petit peu d'argent pour se refaire une plus grande fortune, il faut bien le dire. Mais aussi, ils avaient une croyance qu'il fallait protéger les chrétiens en Terre Sainte et aussi, par là même, retrouver la trace de certains reliques qui ont été perdus à travers les siècles, à savoir le Graal et l'Arche d'Alliance. Bien sûr, officiellement, ça n'est pas dit parce que ça s'est dit beaucoup plus tard dans ce qui allait devenir le premier cercle, donc le cercle secret des Templiers. C'est là où il dit la vocation de l'ordre des Templiers, ce qui n'est pas dit à l'extérieur. Pour les gens extérieurs, c'était juste une milice de moines soldats au service plus tard de l'Église, parce qu'il faut savoir qu'au début, ils n'avaient pas d'accréditation de l'Église, donc pas d'autorisation, c'était juste une milice privée qui allait sur les routes de la Terre Sainte aider les pèlerins à arriver sains et saufs. Voilà. Mais dites-nous, Alexandre, quelques mots sur l'Arche d'Alliance. Eh bien, l'Arche d'Alliance, bon, on le retrouve la trace dans la Bible, c'est une arche qui a été construite, bon, j'en parle longuement dans mon livre, qu'on dit construite par les Hébreux, mais ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'elle est déjà existante et on retrouve la trace, donc il y a la preuve matérielle, archéologique, on la retrouve la trace au temple de Karnak, qu'elle a été déjà construite avant l'arrivée des Hébreux en Égypte. Donc c'est une révélation que je fais dans mon livre et que plus tard les Hébreux l'ont modifiée pour leur culte et que c'est une arche qui a été destinée plus tard à recueillir les 10 commandements de Dieu. Donc c'est par cette arche qu'a été signé le pacte avec Dieu. Donc les Hébreux avec Dieu, donc le pacte comme quoi ils seraient le nouveau peuple élu. Voilà. Mais à l'origine, ce n'était pas une arche qui a été construite par les Hébreux, c'est un petit peu le secret derrière l'arche. C'est ce que je révèle dans mon livre, preuve à l'appui, avec des fouilles archéologiques, etc., etc. Donc ça va très très loin. Et justement, cette arche a traversé les siècles, donc elle a été volée, elle a été presque détruite, elle a été cachée. Donc il y a énormément d'histoires qui se trament autour de cette arche et c'était justement le but des Templiers de la recouvrir. Euh, Avec le but final quand même de le récupérer pour la chrétienté parce que c'était un symbole de grand pouvoir. Il y a pas mal de pouvoirs extraordinaires qui sont liés à cette arche. Donc je Qu'est-ce relate. qu'on lui attribue comme pouvoir à Eh bien l'Arche d'Alliance? moi ce qui m'a intéressé dans l'arche, c'est dès mon plus jeune âge, en fait, je voyais qu'il y avait pas mal de choses qui sont assez fantastiques, qui sont relatées avec l'arche, mais dont on peut apporter la preuve scientifiquement, puisque certains phénomènes qui sont reliés à l'arche sont démontrables d'un point de vue physique. Donc c'est Ah, ça un mais petit peu. quelles sont-elles? Ben, je vais y venir. En fait, c'est des pouvoirs électromagnétiques et électrostatiques. Voilà. C'est ces pouvoirs-là qui sont assez extraordinaires. Et tous les éléments qui ont été amenés à être inclus dans l'arche, on le voit lorsqu'on énumère la liste réelle des éléments, parce qu'il y a aussi des fausses listes et des fausses traductions à travers les siècles. Il y a aussi des mesures qui sont des fois fausses, parce qu'il faut savoir que les coudées de l'Antiquité n'étaient pas les mêmes qu'on soit en Judée ou qu'on soit en Samarie ou carrément en Égypte. Donc c'est les autres coudées, c'est un petit peu là où tous les livres sur l'Arche d'Alliance vont dans le mur, c'est qu'ils y vont de manière moderne, donc on ne peut pas aborder ça de façon avec des mesures modernes, donc on se trompe. Et là, c'est crucial, parce que si on n'a pas les bonnes mesures, on n'a pas la fonction de l'arche. Parce qu'il faut Et, savoir et que comment, excusez-moi, comment vous pensez que... comment avez-vous su que l'Arche d'Alliance avait des propriétés électromagnétiques ou quelles ont été vos sources? mes sources ont été nombreuses. D'abord, j'ai commencé à l'âge de 9 10 ans, lorsque j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Bon, mais pour moi, c'est toujours resté un petit peu un mythe, hein, jusqu'à d'autres choses qui m'ont fait que j'étais tout proche de percer tous ces secrets. Et plus tard, lorsque je me suis mis à travailler ça de façon historique, j'ai vu que tout ce qui est entré dans la réalisation de l'arche était conducteur. Donc ce sont des matériaux conducteurs.
Donc il y avait des propriétés conductrices assez importantes. Donc ça serait une sorte de dynamo assez conséquente. Voilà. D'ailleurs, preuve en est que dans les années 60, une université américaine, avec l'aide des services secrets, a fait une réplique de l'arche à l'identique et qu'il y a une coupure de courant à l'université, ce qui a fait une coupure monstre aussi dans la ville. Donc plus tard, cette réplique de l'arche a été mise sous protection parce qu'elle était carrément dangereuse. Alors là, Voilà, donc il y a belle des preuves révélation. absolument flagrantes de la réalité de cet engin, mais il y a beaucoup plus en fait. On dit aussi qu'au travers des deux anges, il y a l'image de Dieu qui se reflète lorsqu'elle est activée, ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque les propriétés électrostatiques, on le voit, qui sont à travers ces deux anges, encore c'est un terme assez galvaudé, donc ce n'est pas en fait deux anges, c'est deux divinités que les Hébreux ont plus tard modifiées, puisque ça n'était pas admis. Mais en fait, les ailes déployées donnent une sorte, font qu'il y a une sorte d'électrolyse qui se fait, qu'il y a une espèce de brouillard électrostatique qui se forme, ce qu'on appellerait dans le langage scientifique un brouillard ionisé, et que donc on ne sait pas ce qui est apparu, mais en même temps, donc des preuves peuvent être apportées que tout cela a été réalisé, donc tout cela a été fait, puisque les mesures et tout ça a été donné depuis l'Antiquité, donc on sait très bien que ça existait. Et de quand date l'Arche d'Alliance, autant qu'on puisse Euh, le vers, savoir? euh, vers 1200 avant notre ère, donc, et là elle disparaît officiellement vers moins 600 avant notre ère. Ce qui est faux, parce que en fait, si on regarde bien l'écrit de Josephus, qui est un historien juif, on voit très bien qu'Alexandre le Grand, à partir de Gaza, est venu à Jérusalem, qui a été accueilli par le grand prêtre et qu'il a vu l'Arche d'Alliance. Donc on l'a sorti exprès pour lui, qu'il y avait une cachette et qu'elle n'a pas été dérobée en 600 avant notre ère. Et c'est ça le grand secret un petit peu du dôme Al-Aqsa, c'est qu'il y a plusieurs cachettes secrètes dans le rocher qui font que même les Romains ne l'ont pas trouvé, même s'ils ont déporté deux grands chandeliers, ce qui est vrai, ce qui a poussé certains historiens à faire l'erreur monumentale de croire que l'arche est passée aussi en possession des Romains, c'est qu'ils ont juste trouvé ce qu'il y avait dans le temple au-dessus, mais pas dans les sous-bassements, et que les prêtres il y avait plusieurs prêtres qui étaient dévoués à la tâche de cacher chaque fois qu'une invasion était imminente de la cité, l'Arche d'Alliance. Voilà, donc elle a survécu jusqu'à l'époque des Templiers. Et on en a perdu la trace quand, bon, réellement? Ben, réellement, toujours officiellement, en moins 600, c'est un petit peu sur la date sur laquelle les historiens butent, alors qu'il y a des traces assez véridiques et dont on peut retrouver la preuve à travers l'écrit de Joséphus, donc l'historien juif, avec l'histoire d'Alexandre. Donc, elle est encore existante lorsqu'Alexandre est venu, quoi, en 330 avant notre ère. Donc, forcément, il a vu. D'ailleurs, les descriptions du rideau de velours et tout ça, tout est enfin du rideau de soie, pardon, tout est très, très, très véridique. On le sait par d'autres sources que la description Il y a qui est des faite du temple de éléments. Salomon est tout à fait correcte. Donc et on retrouve aussi d'autres traces plus tard à travers des écrits romains comme quoi elle serait encore cachée vers moins 100 avant notre ère. Et ils se plaignent aussi que le temple n'est pas rénové, qu'il y a ça et ça de disparu, de non. Donc on voit très bien que tout ça est encore existant, quoi. Voilà, jusqu'à la grande destruction par Titus, par l'empereur de Titus qui rase la ville. Mais là encore, le trésor du temple est amené. Et ensuite, ce trésor lui-même est pillé par les Wisigoths à la chute de Rome. Donc, il y a des parties du trésor qui sont en ce moment même encore en France. Donc, voilà. Ça, c'est le fameux trésor des Templiers qui n'en est pas un. C'est le trésor des Wisigoths, donc du temple de Salomon. Mais bon, je vais y revenir plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas croiser toutes les données. Il faut vraiment voir quelles données sont à ajouter l'une à l'autre, qu'il y a une correspondance. Sinon, si on met tout à tort et à travers, c'est vrai qu'on part sur des pistes absolument farfelues. C'est un petit peu le travail de l'historien que de faire la part De des choses, démêler un de peu. démêler le vrai du faux. Voilà. Et pour en revenir donc à nos Templiers, Oui. ils étaient au nombre de 9.
voilà les 9 membres fondateurs des Templiers auxquels vont s'ajouter 2 autres, puis ensuite plus tard 3, 4 autres. Donc dans les premiers vingtaines d'années, ça n'était en fait que 20 ou 25 Templiers auxquels vont s'ajouter plus tard des suivants des Templiers qui sont juste des écuyers, qui ne sont pas des Templiers, qui sont là pour justement euh, transporter leurs armes, transporter leurs vivres. Donc voilà, ce sont les suivants, ce qu'on appelle les suivants. Et plus tard, l'ordre va être vu que ça marche très très bien. L'ordre va être amené à être authentifié comme aide auxiliaire de l'Église en 1139 par une bulle papale du pape, que je me souviens bien, Benoît VIII, qui va les officialiser en tant qu'aide de l'Église, donc ils ont officiellement acte de protéger les pèlerins en Terre Sainte, mais aussi de garder les caisses royales, donc de certains comtés en France. Donc là, ils commencent un petit peu à avoir beaucoup plus d'influence. Et aussi, ils commencent à établir une sorte de système bancaire à travers les régions de France. Donc, ils sont payés parce qu'ils prennent quand même des droits de passage. Et ils commencent à amasser pas mal d'argent. Donc, ils commencent aussi à établir certaines commanderies un peu partout en France. Et l'essor vient de là, en fait. C'est du droit de passage et plus tard du droit de prélever des taxes, vu qu'ils se sont vus octroyer des terres par l'Église et par le roi de France pour justement protéger certains comtés de France contre des brigands. Donc on assiste là carrément à la naissance d'une milice aussi bien royale mais aussi papale. Voilà. Mais ils n'oublient pas ce qui était leur dévouement premier, c'est-à-dire d'aller chercher les reliques, ce qui est toujours aujourd'hui remis en cause parce qu'on dit on ne trouve pas dans les documents officiels, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs strates de documents officiels. Il y a les Templiers tels que les autres les voient de d'or, et puis il y a l'ordre premier qui est ceux des chefs, des grands maîtres Templiers qui, eux, savent vraiment la vocation de l'ordre, ce qui n'a jamais été seulement de guerroyer, d'aider la chrétienté, mais justement d'aller retrouver ces fameuses reliques. Voilà. Oui, puis c'était un ordre à vocation spirituelle. Oui, tout à fait, il faut le rappeler. Donc, ils étaient dans les ordres monastiques, mais ils avaient une morale assez libre, donc ils étaient beaucoup plus libérés que les ecclésiastiques, parce que quand même, ils menaient une vie assez spartiate. Donc, voilà, ils étaient amenés à voyager pas mal de temps et ils n'avaient pas d'ordre aussi rigoureux comme dans la vie monastique. Donc, même s'ils étaient des moines, c'était des moines soldats. Et par le biais de certaines connexions qu'ils avaient, ils ont eu des plans assez anciens par l'Italie, et il semblerait, du temple de Salomon, donc une esquisse de l'ancien temple de Salomon, et qu'une entrée se situerait sous à l'époque, il y avait ce qui était le temple de Salomon était sous les sous-bassements des écuries, en fait. Il restait des couloirs de temple sous l'écurie, ce qui était parce qu'entre-temps, beaucoup de siècles ont passé, il y avait une citadelle qui a été bâtie dessus, et voilà, tout ce qui restait, c'était des écuries. Il y avait des pans entiers de murs qui jaillissaient de là, dont personne ne savait à quoi parce qu'il n'y avait pas encore d'archéologie, à quoi ça pourrait bien appartenir. Donc, et là, en fait, en secret, ils ont établi leur campement là, en fait, leur quartier général. C'est pour ça qu'ils sont appelés aussi plus tard les chevaliers du temple de Salomon. Et ils ont fait vœu sur le mont Sion, justement, de retrouver les saintes reliques. Et c'était un vœu secret, donc c'est pour ça que c'est resté secret. C'était le vœu secret des Templiers, c'était la fondation en tant que telle des Templiers. Et là, ils ont fait des excavations, c'est carrément les ancêtres des archéologues, avec pas mal d'outillage. Donc ils ont eu pas mal d'aides aussi locales. Ils ont fait pas mal de recherches en amont aussi pour savoir ce qu'il en était. Et finalement, ils ont débouché sur des ailes secrètes, sur des couloirs secrets qui étaient sous un dallage assez épais, paraît-il,
Et il semblerait, bon, je mets ça au conditionnel parce que là je suis sur des faits historiques, il semblerait qu'ils aient retrouvé l'arche. Voilà. Ah, voilà une grande révélation. Et qui sont les descendants de ces Templiers aujourd'hui? Les descendants de ces Templiers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la grande rafle de Philippe le Bel, donc là encore, il y a une grande erreur historique qui est faite, c'est que bon, on a décimé tous les Templiers ont été arrêtés, dont l'ordre a cessé d'exister, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que en 1307, date de la chute des Templiers, il y avait plus de 3500 environ, hein, 3500 Templiers en activité. Et que d'après les registres royaux, il y a que 875 ou 78 qui ont été arrêtés, des Templiers qui comptent, c'est-à-dire les grands maîtres et autres. Donc on voit bien que tous les Templiers n'ont pas été arrêtés. Il y a beaucoup de Templiers qui ont pu fuir, notamment sur la côte, tout ce qui est la côte atlantique, donc par La Rochelle vers l'Angleterre ou tout ce qui est Pyrénées vers l'Espagne et le Portugal, et ici même à Nice et dans la région, directement vers la Terre Sainte, parce qu'il faut savoir qu'ils ont, même s'ils ont guerroyé contre Saladin et les autres, ils ont fait des pactes avec certains tribus arabes, donc ils se sont établis certains fiefs, donc ils pouvaient y retourner. Et à cette époque-là, il y avait pas mal de transports maritimes entre tout ce qui est Marseille et Nice vers la Terre Sainte. Donc on connaît le cas de deux Templiers qui sont allés vers la Terre Sainte et qui, malheureusement pour une affaire de cœur, sont revenus à Nice et qui se sont fait arrêter plus tard, quoi. Donc là, ce sont des faits aussi avérés qui ont trait avec l'histoire de Nice. C'est une histoire assez romantique, mais qui a eu une fin tragique, puisque vu qu'ils sont revenus, ils se sont fait arrêter à ce qui est Aix-en-Provence et ils sont partis au bûcher. Donc là, ça a eu une fin tragique. Et il faut savoir aussi que Nice, en ordre de grandeur, c'était la deuxième commanderie après celle de Paris. Donc il n'y a pas un trésor des Templiers, il y a plusieurs trésors des Templiers et la plupart des temps, c'est des petites, ce qu'on appellerait des petites bourses avec quelques deniers, quelques tournois. Donc c'est pas vraiment le trésor dont tout le monde parle. Donc ça c'est vraiment, il y a plusieurs trésors des Templiers, il y a le trésor des commanderies, les principaux. Et puis aussi les petits trésors. Donc il n'y a pas un trésor qui serait une montagne entière de pièces d'or. C'est un petit peu un folklore imaginaire. Mais il y a véritablement des trésors des Templiers. Donc, dont un qui est toujours sous l'aile nord de ce qui est aujourd'hui le château de Nice. Parce qu'il a été miné par le roi Louis XIV lorsqu'il a pris d'assaut la ville. Et malheureusement, c'est sous cette aile où était caché le trésor des Templiers de Nice. C'est un petit peu ce que j'ai découvert, dont personne n'a connaissance. Et voilà, c'est comme ça qu'un trésor, des fois, peut être enseveli et ne plus être trouvé. Mais il y a d'autres trésors qui ont été par la suite amenés, qui sont aujourd'hui dans les banques en Angleterre, quoi. C'est aussi simple que ça, parce que les Templiers ont survécu et leurs descendants ont fait des pactes à travers l'Europe. Et vu qu'ils ont été assez persécutés par l'Église, parce qu'ils ont un petit peu changé de cap, dirais-je, vis-à-vis de l'Église, ils se sont plus tard attelés à œuvrer contre l'Église. Donc c'est un petit peu c'est plus les Templiers de l'origine. Voilà, c'est un petit peu la grande histoire des Templiers. Ce que je relate dans mon livre, c'est la base des Templiers et leur survivance jusqu'au XXe siècle, jusqu'à début du XXIe siècle. Donc, Et alors aujourd'hui, qui sont-ils? qui sont-ils? Ben, c'est une très très bonne question auquel je vais répondre. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Templiers, ce sont certaines familles nobles qui ont émigré la plupart du temps vers l'Autriche, vers l'Allemagne ou vers l'Angleterre ou d'autres pays, aussi à Venise. Le pourquoi et le comment, ça j'ai su que assez récemment, il y a quelques années pour Venise, parce que j'étais assez surpris de voir des connexions incroyables à Venise avec les Templiers, ce que je ne soupçonnais pas du tout. Je m'étais tout d'abord attelé à tout ce qui est l'histoire des Templiers en France, et plus tard, j'ai fait moi-même d'ailleurs des recherches assez poussées sur tout ce qui est commanderie dans le sud-est. Et plus tard, j'ai découvert un pan entier de ce qui m'était inconnu sur l'histoire de Venise, comme quoi ils avaient financé des expéditions de découverte avec des grandes familles vénitiennes et qu'ils avaient fourni énormément de systèmes bancaires qui a aussi avec la Lombardie. Tout ça a été le fait de Templiers
assez connu, quoi. On en retrouve des traces un peu partout. Donc, ils ont été très, très prospères et très actifs, même après leur chute, mais plus en France. En France, après leur chute, c'était embryonnaire, donc il y avait quelques familles qui ne disaient pas qui ils étaient, qui se sont cachés dans des monastères, et qui ont carrément adopté le style de vie du monastère ou de l'ordre des cisterciens, alors que c'était d'anciens templiers, donc ils ont disparu en France de la surface, mais jamais en clandestinité. Et plus tard, de par la guerre des religions et tout ça, ils sont plus ou moins partis soit vers l'Allemagne lorsqu'il y a eu la guerre entre les catholiques et les protestants. Ils sont revenus, donc il y a eu des liens qui se sont tissés entre l'Allemagne et la France, assez conséquents. D'ailleurs, on voit un descendant des Templiers qui, en Première Guerre mondiale, je le relate dans mon livre, passe allègrement les frontières, alors qu'officiellement les deux pays sont en guerre. Et lui, il passe les frontières sans problème, quoi. Vous avez des Allemands et des Templiers français qui dialoguent et qui font des plans alors que les deux pays sont en guerre, ce qui veut absolument dire qu'il y a une espèce de multinationalité des Templiers qui subsiste encore de nos jours. Et aujourd'hui, les nouveaux Templiers, mais il est vrai, hein, il faut préciser qu'il y a quand même 200 groupuscules qui se disent des Templiers, qui ne sont pas les vrais Templiers, mais qui, bon, pour certains, appliquent les ordres des Templiers, mais qui ne sont pas des descendants des Templiers, ne sont pas véritablement des Templiers au sens historique du terme. Je dis que pour être un Templier historique, il faut avoir le légat, c'est-à-dire le légat du grand maître, c'est-à-dire ce qui fait l'appartenance au Templier d'origine, c'est-à-dire l'anneau du premier cercle du temple de Salomon. C'est un anneau, un sigle secret qui est transmis du grand maître à son descendant. Et aussi l'épée de Jacques de Molay, qui officiellement a disparu, mais dont j'ai personnellement vu l'existence. Donc là, c'est encore une autre chose que j'ai vécue dans mon enfance, de par ma mère qui m'a amené avec certains contacts qu'elle avait. Donc j'ai pu rencontrer un grand maître templier et j'ai vu cette épée au mur, quoi. Et à cette époque-là, je ne savais même pas encore l'histoire, mais je me souviens bien que je l'ai regardé pendant une quarantaine de minutes. Donc je sais très bien quelle date il était inscrite. Et puis bien plus tard, j'ai vu, mon Dieu, c'était l'épée de Molay qui officiellement a disparu. Et voilà, c'était ici même dans l'Hérault, en France. Et que lui, en fait, c'était quelqu'un de très bizarre, de très secret, dirais-je. Parce que lui était beaucoup dans tout ce qui était les cercles royalistes. Donc c'était quelqu'un qui œuvrait carrément pour le rétablissement de la royauté en France. Donc c'était quelqu'un qui était amené à être beaucoup contre l'État et de par ce fait, il était assez surveillé. Donc voilà, il ne nous a pas donné son vrai nom, etc., etc. Mais il laissait traîner des factures d'EDF où on voyait son vrai nom. En même temps, c'était pas très très secret tout ça. Donc voilà. Mais là, ce sont des souvenirs qui me sont restés, parce qu'à cette époque-là, parce que j'avais 9-10 ans, bon, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était Égypte ancienne et la Grèce antique, mais pas du tout ce qui était Templier, donc c'est bien plus tard que ça allait... Mais c'est une constante dans ma vie, je repartais toujours sur des connexions qui m'amenaient à repartir sur d'anciennes choses que j'ai vécues et de personnes que j'avais rencontrées. Donc, comme si voilà. vous étiez sur la route pour être en contact avec, Voilà. comme un chemin de piste pour Tout à fait, tout à fait. C'est pour d'ailleurs avoir comme ça. de la matière à nous dévoiler. C'est tout à fait comme ça aussi que j'ai conçu mon roman. C'est quelqu'un qui est dans sa vie de tous les jours et d'un coup il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, quoi. Comme ça, il peut en arriver plein. Comme ça se passe Oui, souvent. mais dans tous les domaines, il peut y avoir des sportifs qui rencontrent quelqu'un qui va l'amener sur le voie ou quelqu'un qui n'est pas encore chanteur. Donc il y a des cas dans tous les domaines. Ça, ici, c'est plus le cas sur tout ce qui est mystère, énigme, histoire. Et voilà, je me suis retrouvé propulsé. Et en même temps, si plus tard, j'avais pas eu les relatations sur cette épée-là, j'aurais pas eu le déclic de voir, ah ben, c'était ça, ça, ça. Et aujourd'hui, elle est toujours officiellement disparue. C'est comme certains documents que j'ai vus qui officiellement brûlés en 1945 dans la Grande Guerre et que j'ai vus. Donc, c'est des documents qui juste ne sont plus accessibles même aux historiens, mais qui me sont assez accessibles parce que c'est des archives privées. Et c'est ce dont je parle aussi dans mon roman. De quel document là Là, ça parlait en fait d'une résurgence
royalistes, et c'est des documents signés de la main de Napoléon. C'était le fameux dossier Lecoq, pour ne pas le nommer. Donc, ce qui a pas mal fait couler d'encre au 19e siècle, parce que voilà, il y a une survivance de la famille royale, et on a fait taire pas mal de témoins. Donc, ça a été une construction, une machination monstre, alors qu'il y a pas mal de documents qui existent, qui ont été mis au secret justement pour pas gêner l'histoire officielle. Voilà, mais bon, là c'est encore une autre histoire, mais il faut savoir que les Templiers et les royalistes sont dans le XXe siècle beaucoup ensemble. Voilà. Ah oui. Eh bien, merci Gabriel pour ces questions très pertinentes. J'espère que les auditeurs auront pris du plaisir à découvrir les pistes cachées des secrets de l'histoire. Et je vous donne donc rendez-vous dans 14 jours pour la suite et fin de la thématique sur les Templiers, qui va s'intituler La survivance des Templiers et leur influence dans le XXe siècle.